Donc, Jean-Pierre Petit avec nous, président des Cahiers Verts de l'économie. Salut Jean-Pierre. Salut Stéphane. On est donc, alors, on va pas parler de Grégoire Favret fait ça très bien. On va pas parler de bourse, on va pas parler de marché. Simplement, là, c'est clairement un thermomètre, on va dire ça comme ça. On a eu une journée donc très très difficile vendredi, nouvelle journée très difficile aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont en train de réévaluer en permanence l'impact sur l'économie mondiale et l'économie européenne de ce qui est en train de se passer en Ukraine? Bien sûr. Bien sûr, il y a 3 variables clés pour les investisseurs. Un, la durée du conflit. On va dire la durée de la phase aiguë du conflit, parce qu'on peut penser que ce conflit entre la Russie et l'Ukraine va durer très longtemps. Ouais. Mais on va dire les opérations militaires les plus lourdes. Voilà. L'extension éventuelle du conflit. Et la 3e variable, l'extension des sanctions. Parce que si jamais il y a un embargo total sur le pétrole russe ou sur le gaz naturel russe, là on est à peu près certain qu'on rentre en récession mondiale. Parce que là, pour l'instant, il n'y a pas d'embargo. Hein. Alors, il n'y a pas d'embargo, on est d'accord. Il n'y a pas d'embargo sur le pétrole. Il n'y a pas d'embargo ni sur le pétrole ni sur le gaz. On peut le dire d'un mot, ce qui a sans doute en partie allumé la mèche de la baisse des marchés aujourd'hui, c'est effectivement des déclarations venant des États-Unis, oui. Déclarations très claires, laissant entendre que les Américains préparaient pour eux un embargo sur le pétrole russe, et donc, mais sur le pétrole, pas sur le gaz. Embargo sur le pétrole, ça semble possible. Embargo sur le gaz, beaucoup plus compliqué. Non, puis même surtout sur le gaz américain, parce que là, il n'y a pas de sujet. Et puis même sur le pétrole, ils importent très peu. Donc, ils peuvent toujours dire ça. Le vrai problème, c'est les Européens, puisque le pétrole russe, ça représente à peu près 26% de nos besoins. On peut le remplacer. Remplacer... Je lis partout, on peut remplacer le pétrole, on ne peut pas remplacer le gaz. En gros, pour résumer le truc, quoi. Si voilà. Demain, l'Union européenne annonce un embargo sur le pétrole russe, moi, je te parie que le prix du baril ne va pas rester à 140 comme ce matin très tôt, ou à 130 un peu plus tard. Il va monter beaucoup plus haut. Si tu coupes les importations russes de pétrole vers les États-Unis et l'Union européenne, tu perds du jour au lendemain 5 millions de barils jour. Mécaniquement, sur le plan équilibre offre-demande, le prix du baril se balade autour de 185. Donc 185, tu vois à peu près ce que ça peut faire sur les chiffres d'inflation et sur les chiffres de croissance. C'est récessif. Enfin, faut bien le dire. Alors sur le gaz... 185, c'est 185 $. Hein. S'il monte à 185 $, là on a une récession mondiale. Oui, au sens de la définition du FMI, c'est-à-dire quand tu passes sous les 2,5. Oui, mais alors, attends, parce que Jean-Pierre, restons là-dessus. Moi, j'ai toujours... Patrick Pouyanné en parlait encore très récemment avec beaucoup de franchise, disant, mais moi, mon intérêt, c'est pas justement que des prix du pétrole s'envolent, parce que mon intérêt, c'est pas de ruiner mes clients. Bien sûr. L'intérêt de l'Arabie Saoudite, l'intérêt des gros producteurs, si on laisse de côté les Russes, c'est pas non plus de ruiner les clients. Il y aura une réaction. Non, tu as raison. Et il y a de la marge de manœuvre, là, il y a de la marge de manœuvre. Enfin, la marge de manœuvre, elle est limitée, mais elle existe. L'OPEP, d'abord, l'Iran, c'est pour ça qu'on négocie, on accélère même les négociations à un rythme invraisemblable, même le Venezuela, puisqu'il y a un officiel américain qui s'est rendu à Caracas. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah oui, ça c'est incroyable. Il y a le schiste américain qui est un peu en retard. Disons, mais qui peut repartir très très vite, on l'a vu repartir à une vitesse dingue. Voilà, qui peut repartir très très vite. Donc, et puis il y a les réserves stratégiques, et puis il y a les réserves privées, enfin bref, on peut faire, mais simplement il y a une question de timing. Ouais. Donc si tu es à 185 pendant, on va dire, environ un mois, enfin, tu oscilles autour de 185, le T3, enfin le 3e trimestre, parce que le 2e trimestre va quand même être caractérisé par une certaine forme de reprise mondiale, mais le 3e trimestre, par exemple, peut rentrer à un niveau proche de 0. Donc sous les 2% annualisés, voilà. Je n'ai pas dit que ça durerait éternellement, j'ai pas dit, voilà, mais tu vas avoir un choc récessif. Alors sur le gaz, c'est beaucoup plus compliqué, parce que déjà le gaz, alors les Américains sont encore moins touchés par le gaz naturel russe que nous. Alors nous, le problème, c'est les marges de manœuvre. Là, on en a très peu. Alors, on a la Norvège, mais après... On n'en a pas. Alors, non, mais là aussi, on a les déclarations. Catherine McGregor, ce matin, donc la patronne d'Engie, dit dans Les Échos. Pouyanné l'avait déjà dit. Il n'y en a pas. Et ça, moi, je trouve ça très intéressant. C'est que les Allemands n'ont pas de terminaux pour le gaz naturel liquéfié. C'est-à-dire qu'ils sont tellement sûrs de leur fait depuis 10 ans sur leur transition énergétique qu'ils n'ont pas de terminaux pour recevoir du gaz naturel liquéfié. C'est un truc de dingue. Ouais, le plus grand pays européen. Plus grand pays européen. Tu sais ce que ça me fait rappeler ça ? Une interview que tu as faite ici même,
il y a 6 mois sur Angela Merkel. Ah bah oui. Le désastre Merkel. Ah bah. Les gens n'ont pas compris, au point que même Pécresse, tu vois, Pécresse qui n'est pas une femme sotte, c'est une femme intelligente, etc. Elle n'a pas réalisé l'échec de Merkel. Et elle disait... à 2 tiers Merkel. Oui, 2 tiers Merkel, 1 tiers Thatcher. Il faudrait le contraire, au moins le contraire. Mais au moins le contraire, bien sûr, au minimum. Au minimum. Elle s'est basée sur des images d'Imouti en Allemagne, comme on dit, c'est-à-dire la maman modeste, simple, etc. Alors qu'elle s'est gourée sur pratiquement tout. Enfin, c'est son échec, notamment sur le gaz, mais pas seulement. Son échec même géostratégique, la naïveté allemande. Voilà. Et là, on le prend en pleine figure, si je puis dire. Enfin, laissons de côté Merkel. Si on a quand même un petit peu de marge de manœuvre sur Qatar, Algérie, un petit poil, Norvège. Alors, LNG, on peut en importer un peu quand même. Alors, les terminaux, tu as tout à fait raison. L'Allemagne, c'est catastrophique. L'Allemagne est bloquée. Elle est vraiment bloquée. Et c'est Pouyanné qui le dit, hein. Il faut 3 ans pour construire un terminal de GNL, quoi. Ça se construit pas comme ça. Voilà. Bien sûr. Et donc, ça, c'est en plus un pays qui a quand même des ports au nord de l'Allemagne. Quand même. Enfin, mais c'est ahurissant. On aurait pu quand même. Ah, mais puis t'as la Norvège à côté, quoi. Enfin bon, c'est ahurissant. T'as l'Azerbaïdjan, t'as le Qatar, t'as un peu le gaz liquéfié. Enfin, encore une fois, MacGregor, ce qu'elle dit ce matin, allez la lire, hein, l'interview dans Les Échos, elle est quand même très intéressante. Elle, en gros, elle dit on n'a pas de solution. Et encore une fois, Pouyanné l'avait dit la même. Il dit sans le gaz russe, je ne sais pas faire. Et ce que dit MacGregor, écoutez, la seule solution, c'est de demander aux Français de baisser le chauffage. Voilà. L'hiver prochain, pas cet hiver-là, l'hiver prochain. Parce que le sujet, c'est pour l'hiver prochain. La bonne nouvelle, si je puis dire, c'est qu'on s'approche de la fin de l'hiver et que les stocks sont un peu remontés quand même, un tout petit peu remontés, dernièrement là, hein, probablement grâce aux exportations américaines. De LNG, hein, probablement. Les stocks sont un petit peu remontés, mais enfin, ça reste plus bas que la moyenne des 5 dernières années. Donc, on est en difficulté. C'est pour ça que je ne crois pas à une initiative, alors à moins que la situation en Ukraine se dégrade, mais alors très substantiellement, c'est-à-dire qu'il y ait des crimes de guerre très importants, des crimes contre l'humanité ou des choses comme ça, comme éventuellement ce qui s'est passé à Alep ou à Grozny. Il ne faut pas l'oublier, parce que là, aujourd'hui, si on évacue les villes... si la Russie accepte éventuellement d'évacuer les villes, c'est pas pour rien. Hein. Tout à fait. Voilà, c'est pour en faire des sièges. Donc ça va pas très bien se passer. Et je sais bien que Poutine a dit à Macron qu'il épargnerait les victimes civiles, mais enfin les guerres propres, personne n'y croit. Il lui a dit aussi le pire est à venir. Voilà, donc voilà. Et donc c'est pour ça que, en cas de dégradation très forte de la situation militaire et politique en Ukraine, je ne vois pas l'Europe prendre la décision sur un embargo de gaz. Autant il y a des marges de manœuvre. De quoi on a l'air, Jean-Pierre, si on prend pas cette décision? De quoi on a l'air? Mais, attention. C'est très très. Mais attention parce que attention quand même, les autres décisions qu'ils ont prises jusqu'au début de cette semaine sont pas inefficaces. Hein. On va en parler justement. SWIFT, le gel des réserves de change, ça empêche la Banque centrale russe de soutenir ses banques. Oui. Donc là, il y a un vrai sujet. Hein. L'absence, et on le voit bien dans la structure, si tu veux, dans la dénomination des exportations et des importations russes, on le voit bien. C'est le dollar et l'euro qui sont majoritaires. Donc les 630 milliards de réserves de change, la Banque centrale de Russie ne peut pas véritablement les mobiliser. Et ça, c'est fondamental. On dit qu'elle peut en contrôler à peu près un tiers, aujourd'hui. Voilà. Oui, même pas, tu crois? À mon avis, c'est moins. Ouais. Et le système de règlement interbancaire, outre le fait qu'on ne sent pas les Chinois manifester un enthousiasme extraordinaire pour soutenir les Russes, y compris sur l'éventuel embargo du pétrole russe. C'est-à-dire qu'on se disait, les Chinois vont absorber. Ils peuvent absorber. Ou l'Inde, éventuellement, mais sauf qu'on ne s'en passe là. Hein. Et il y a un problème aujourd'hui, beaucoup plus important au-delà des sanctions. C'est que sur la mer Noire et la mer d'Azov, là où il y a tous les ports, russes, ukrainiens, etc., on voit bien que là, le pétrole a du mal, indépendamment des sanctions, à être exporté. Pourquoi ? Parce que les traders, les cargos, les banques, les assurances ne suivent pas. C'est pour ça que tu as un écart qui s'est creusé. C'est clair que tu n'achètes pas aujourd'hui un cargo de pétrole qui doit sortir d'Odessa, ça c'est clair. Oui, mais il y a un sujet. Ou même de la presqu'île de Crimée. Oui, tout à fait. C'est pour ça que tu as un écart entre le prix du pétrole Oural, comme on dit, russe, et le prix du Brent. Tu as un écart qui s'est creusé considérablement. Donc, indépendamment des sanctions, il y a un vrai sujet, si tu veux, là-dessus. C'est le même sujet sur les... Juste, je le signale, parce que... j'en reparlerai d'ailleurs demain. Si vous allez sur LinkedIn, mais à mon avis, Bismarck, LinkedIn, ça marche assez souvent ensemble. Il y a un post, si tu vas aller le lire, de Michel-Édouard Leclerc, passionnant, où il raconte
comment ça se passe aujourd'hui pour la coopérative Leclerc, les achats de pétrole. Les achats de pétrole, donc ils donnent tous les prix et ils racontent exactement ça. C'est-à-dire, à un moment, vous vous engagez sur une cargaison, c'est à un moment 300 000, 500 000, 2 millions, 10 millions. Enfin, voilà, ce sont des sommes considérables qu'il faut engager et que vous n'engagez que si vous êtes en totale sécurité, évidemment. On ne sait pas. Juste, je finis. Leclerc termine en disant c'est un tel, pardon de le dire comme ça, c'est un tel merdier en ce moment qui conseille à ses consommateurs, il dit je ne devrais pas le dire, mais faites le tour des stations parce que on essaye d'être les moins chers, mais en fait, des fois, on n'y arrive pas. Bah oui, bien sûr. Tellement, en ce moment, la situation est instable. Bien sûr. Non, puis il y a un vrai sujet sur les matières premières agricoles également. Sur le blé, le maïs, etc. Et de toute façon, on ne peut pas empêcher les gens de ne pas savoir quelles vont être les sanctions demain, après-demain. Et donc, on ne peut pas c'est-à-dire, même si les sanctions ne sont pas prises au moment où tu prends la décision, il y a un tel délai entre la commande et la réalisation, la livraison de la commande, que de toute façon, tu ne peux pas prendre de pari. Jean-Pierre, est-ce que la France peut retomber en récession à cause de la guerre ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Pour l'instant. On peut passer des 4% qui étaient prévus à moins quelque chose. Ah non, pas sur la moyenne annuelle. Sur la moyenne annuelle, non, parce que le T1 et le T2 vont être sauvés. Mais par contre, 2 trimestres sur 2 trimestres, sur le S2, tu peux très bien avoir effectivement une contraction de l'activité économique européenne. Ça me paraît clair. Tu sais, souvent les investisseurs me disaient, avant le démarrage des hostilités, le 24 février, les investisseurs me disaient souvent, vous exagérez un peu parce que les guerres, historiquement, ça n'a qu'un impact temporaire. Et c'est vrai, sauf quand ça débouche sur un choc d'offres matières premières, pétrole en particulier. Guerre du Kippour, 6 octobre 73. Guerre Iran, qui donnera le premier grand choc pétrolier. Voilà, exactement. 74. À l'époque, l'intensité pétrolière de la croissance, c'était le triple d'aujourd'hui. Donc c'était beaucoup plus important. Puis on dépendait complètement de l'OPEP. Voilà. Guerre Iran-Irak en 80, guerre du Golfe. À partir de l'invasion le 2 août 1990 du Koweït par l'Irak, et puis même guerre civile en Libye. C'était un peu plus soft en février 2011. Mais quand même, à chaque fois, ça a eu un impact durable, inflationniste et récessif. Car ne l'oublions pas, la forte inflation débouche toujours au bout d'un certain moment sur la récession. Les sanctions quand même, reparlons-en. Est-ce que, je lis partout, nouvelle ère des sanctions, c'est-à-dire, j'ai lu d'ailleurs des papiers passionnants la semaine dernière. En fait, on ne sait pas si les sanctions économiques sont efficaces ou pas. On décide qu'elles ont été efficaces avec l'Afrique du Sud, mais en fait, on ne sait pas vraiment. On décide qu'elles ne sont pas efficaces avec tel ou tel potentat, parce qu'en fait, ça affame la population, et que, par exemple, c'était le cas de l'Irak sous sanctions pendant de très nombreuses années, et ça n'affaiblissait pas Saddam Hussein. Est-ce que là, avec la mobilisation des Occidentaux, on est face à quelque chose de radicalement nouveau ? Au plan économique ? Au plan économique, oui, je parle du plan économique. Parce qu'au plan moral, au plan de l'influence sur les capacités de décision de Poutine, ça, on verra plus tard. Je parle du plan économique. Mais au plan économique, oui. Ouais, c'est ça. Oui, la Russie et l'Ukraine, enfin l'Ukraine, on comprend pourquoi, mais la Russie va tomber en récession très profonde. Ainsi que le Bélarus et le Kazakhstan probablement. Donc surtout la Russie va rentrer. Alors sur le plan économique, c'est efficace. D'ailleurs, tu me parlais des conditions d'efficacité. On pense que quand de très nombreux pays prennent la même décision, que cette décision est prise rapidement. Voilà. Alors en général, ça a d'efficacité. Voilà, c'est ça. Alors après, là où on peut plus se poser des questions, c'est sur les élites. Puisque les décisions quand même sont sévères sur les oligarques. C'est pas des petites décisions. Enfin, les fortunes sont coupées. Alors nos auditeurs ne doivent pas être contents parce qu'ils ont perdu 20% en bourse, mais les oligarques ils n'ont pas perdu 20%. Là. Ils ont perdu beaucoup plus que ça. Sur leur portefeuille, les avoirs gelés... J'ai vu, alors moi-même, je n'y croyais pas, c'est-à-dire les sociétés russes cotées à Londres, c'est 98%. Absolument. Voilà. 98%. Lessivés, les mecs. Lessivés, voilà. Complètement. Ça, c'est des trucs qu'on voit extrêmement rarement. On l'a vu en Islande en 2008. Enfin, bon, c'est des trucs tout à fait exceptionnels. Donc, est-ce que... Alors ça, c'est une interrogation. Quelle est la capacité d'influence des oligarques, sachant qu'il y en a un bon paquet, ils représentent quelque chose, sur le plan économique, je ne parle pas au plan financier, sur Poutine et sur sa garde rapprochée. Ça, c'est une... Alors là, par contre, tu peux te poser la question. Gros point d'interrogation, voilà, absolument. Mais par contre, les décisions qu'on a prises sur SWIFT et sur les réserves de la Banque centrale, à mon avis, sont efficaces, au sens économique. Alors Bruno Le Maire a probablement été maladroit lorsqu'il a parlé de nous voulons que la Russie tombe en grave c'est quand il a parlé de guerre économique qu'il a été maladroit. Là, pour le coup, très franchement maladroit. Oui. Maladroit, mais bon, c'est bien ce qu'on recherche au fond du compte. Donc en fait, l'histoire là-dessus, c'est compliqué parce que Poutine, il a intérêt à aller vite. On est d'accord. Il a loupé la Blitzkrieg. Ça, je crois qu'on est d'accord.
La Blitzkrieg. Là, moi, je refuse de faire de la... Oui, non, c'est compliqué. J'en ai fait, tu parlais de la guerre du Golfe, j'en ai fait 2 ou 3 des guerres. Je me rends compte à quel point on prête aux généraux des intentions qui, parfois, ne sont pas les leurs. Voilà. Alors, bon... Toujours est-il que ça semble... Peut-être qu'il espérait, lui, un effondrement. Voilà, rapide. Si tu veux, rapide. Son intérêt n'est pas de détruire l'Ukraine, même s'il veut la vassaliser. Voilà. C'est ça le sujet. Son intérêt, c'est pas de détruire, mais enfin, en même temps, il peut pas... Voilà. Donc, il est un peu sous pression, quand même, un petit peu. Tout à fait. Fondamentalement. Donc, il est sensible. Donc, il va falloir lui laisser une marge de négociation, mais en même temps... Et les livraisons d'armes rendent la situation de la Russie encore plus difficile. Et donc... L'inconvénient, c'est que ça fait durer le conflit. Donc pour les marchés, pour l'économie, c'est pas bien. Mais ça augmente la marge de manœuvre de négociation des Occidentaux. C'est ça le deal, si je puis dire. Revenons sur tes Allemands quand même. Donc c'est quoi? Donc juste pour préciser, Banque centrale russe qui monte son taux directeur à 20%. C'est ça qui, voilà. Là, tu te retrouves avec une forte récession, t'as pas le choix, quoi. Bien sûr. Voilà. Là, les conditions financières s'effondrent. Sans tuer l'inflation. La bourse, ça fait moins 60. Enfin, revenons sur tes Allemands, là, quand même. Oui. Là, comment est-ce que tu as pris, toi, le discours de Scholz d'il y a maintenant une grosse semaine sur 100 milliards pour se réarmer, sur une sorte de révolution copernicienne ou pas, justement? Tu les connais très très bien, je le rappelle. Hein, oui, mais bien. D'abord, j'avais plutôt une vision favorable de Scholz par rapport à Merkel. Je trouvais que la coalition qu'il mène aujourd'hui avec les 3 partis était beaucoup plus, on va dire, allez, pour simplifier les choses, pro-européenne, plus coordination européenne. Il s'était rendu compte que la stratégie justement de Merkel avait échoué, à la fois à l'intérieur et vis-à-vis de l'extérieur. C'était la fin de la vision naïve, la protection stratégique des États-Unis, ce qui était déjà remise en cause sous Obama, je ne parle même pas sous Trump. Les passions impériales à l'est de l'Europe, le djihadisme, enfin, puis même, je veux dire, les difficultés dans lesquelles nous sommes, c'est-à-dire le décrochage européen, dans lesquels nous sommes tous embarqués, qu'on soit allemand, français, batave, italien, etc. Donc il y avait déjà cette prise de conscience. Alors déjà, on a le virus et les émissions coordonnées, enfin les émissions de dette commune, ça c'était un premier truc. Et puis là, il y a eu Poutine. Voilà, Poutine a accéléré le truc et je trouve que c'est bien. C'est bien, ça ne m'étonne pas de la part de Scholz, mais c'est bien, si tu veux mon sentiment général. Tout à fait. Au moins, c'est un acquis de la situation. Mais c'est un choc profond, une mutation profonde, parce que c'est... Enfin, c'est quand même très très étonnant de changer à ce point de posture et d'avis. Ça veut dire qu'il avait ça en tête, mais qu'il sent que la société allemande aussi a ça en tête, parce qu'un changement aussi profond, enfin, le réarmement de l'Allemagne, je pense que chacun d'entre vous, ça implique énormément de choses je voudrais très, juste très fortes. te dire une chose, Stéphane, c'est que le réarmement de l'Allemagne s'amorce 20 ans après le réarmement du monde. Puisque c'est le 11 septembre 2001 qui a, si j'avais un graphique, je pourrais te le montrer, les dépenses militaires qui baissaient dans les années 90 à cause des thèmes des dividendes de la paix, la fin du mur, etc., remontent depuis le 11 septembre. Et là, 20 ans après, c'est pas étonnant que l'Allemagne, qui était la dernière, c'est ce que nous disait Trump. D'une certaine manière, il était brutal, il était maladroit, etc. Mais il nous disait, mais comment se fait-il que l'Europe, vous êtes 540, avec le Royaume-Uni, vous êtes 540 millions d'habitants, c'est-à-dire 200 millions de plus que les Américains, et vous dépensez qu'un tiers des dépenses militaires. Et vous avez un porte-avions. Et vous avez un porte-avions. Il y a un truc qui va pas. Non, les Anglais en ont un, je crois, peut-être. Mettons. Comment se fait? Là, il y a un truc qui fonctionne pas. Alors, il nous le disait brutalement, pas de façon efficace, etc. Mais n'empêche, c'était déjà ça. Il y avait déjà des signaux qui auraient déjà dû bouger l'Allemagne depuis longtemps. Et là, c'est pareil avec la Banque centrale européenne. On va pas refaire la même bêtise qu'en 2011 sous Trichet. On va pas remonter les taux parce qu'il y a l'inflation qui est au-dessus de 2%. Alors, c'est ma question, ça aussi. C'est-à-dire, attends, donc, Nouvelle-Allemagne, ok. Donc, ça, c'est clair. Et derrière, on se retrouve avec un sommet européen en fin de semaine, où, effectivement, on parle déjà d'un fonds européen pour l'énergie et la défense. Eh bien, très bien, voilà. Parfait. C'est le quoi qu'il en coûte qui continue. Pas à cause de la pandémie, mais là à cause du conflit en Ukraine. Quoi qu'il en coûte. Et ça continue.
C'est pour ça que les taux d'intérêt vont rester très bas. Et c'est pour ça que la BCE, alors la BCE c'est un peu compliqué parce que sa réunion c'est dans pas longtemps. Et surtout là pour l'instant, là les derniers chiffres sont plutôt favorables évidemment, les derniers chiffres macro. Mais il est bien évident que si on va vers 185 $, enfin bon, admettons que même si on va pas vers 185, ça se maintient à un assez haut niveau, les tensions se maintiennent, etc. Il va falloir envisager au moins un très fort ralentissement de l'activité économique européenne au deuxième semestre. Et si tu as un très fort ralentissement de l'activité économique, forcément que les tensions inflationnistes non issues de l'énergie vont se calmer toutes seules. Déjà que les tensions salariales sont déjà beaucoup plus modérées qu'aux États-Unis. Tensions salariales tournent autour de 2% ou un peu plus, si tu veux, dans moyenne de la zone euro. Qu'aux États-Unis, tu es à 5,5. Oui, mais qui vont remonter à mesure que l'énergie va peser sur le portefeuille des gens, quand même. L'énergie va impliquer une récession. Tu n'as plus les clauses d'échelle mobile comme en 73-74. À l'époque, tu avais l'indexation. Il n'y a plus d'indexation, absolument. L'indexation, tu n'étais pas du tout dans le même monde que les années 70. Alors que ça se maintienne à 5,5, même 6, parce que je crois qu'on va aller plutôt vers 6 en Europe sur l'inflation générale, inexorablement, quand tu auras la récession européenne, ou le hard landing européen, forcément que ces tensions vont se réduire. Et d'ailleurs, dans le monde entier, elles vont se réduire. Et donc les banques centrales sont obligées de penser au coup d'avant, au coup d'après. Donc là aussi, c'est un demi-tour total quand même que va devoir faire la Banque centrale européenne. Total, elle va... Total, non, parce qu'elle va pas relancer un nouveau programme de rachat d'actifs. Si. Elle va continuer sur l'APP. Ouais. Elle va faire attention au spread, parce qu'il n'y a pas de raison que l'Italie ou d'autres pays, l'Autriche qui est très impactée par ce qui se passe en Ukraine à cause des expositions. L'Italie aussi, j'ai découvert ça, le gaz russe est très très important en Italie. Oui, Je savais pas ça. Pas négligeable. Donc en fait, elle n'a pas intérêt que les spreads, donc spreads souverains se creusent. Et donc et donc il va falloir qu'elle tienne un discours beaucoup plus accommodant que ce qu'elle tenait jusqu'à présent. Donc, pour la hausse des taux directeurs cette année, eh bien, c'est râpé. Et tu dis ça avec un grand sourire, parce que toi, de toute façon, tu considères que... il n'y a pas besoin de relever. Oui, voilà, c'est ça. Bien sûr. Continuer cette politique très, très largement. Non, enfin, j'aurais pu envisager que si tout se passait bien, on commence à normaliser la politique monétaire. Ça ne me choque pas du tout, c'est normal. Ouais. Surtout quand tu as une inflation à 5, tu as quand même le risque, même si c'est un choc d'offres pétrolières, matières premières, que ça se diffuse au reste de l'économie par les anticipations. Tu parlais des salaires, etc. Donc, c'est normal, ça fait partie du job de la Banque centrale quand même de lancer des signaux. Mais là, vu la situation en Ukraine, je crois que c'est râpé, quoi. C'est plié. Je voyais les États frugaux, là. En fait, dans les États, donc les fameux États frugaux, vous savez, ceux qui justement veulent revenir le plus vite possible au pacte de stabilité. D'ailleurs, donc là, la ministre je crois que c'est des Finances des Pays-Bas, qui donne une interview à plusieurs journaux européens ce matin, dit quand même encore, il y a de grands risques à ménager trop de flexibilité autour des investissements. Ils ont du mal à en... il y a de grands risques à ménager trop de flexibilité. Elle a du mal à en... Enfin, c'est-à-dire le plan européen pour la défense, là, ça l'a... Non, mais surtout, ce qu'il y a de marrant, c'est qu'il y a la Finlande, la Suède, les États baltes. Ils vont sans doute regarder la situation de manière... Les États baltes, à mon avis... de manière un petit peu différente. Je vais dire un truc. Les banques centrales, tout comme les ministres ou les présidents, ne savent pas combien de temps cette guerre va continuer. Tu sais ce que disait Machiavel à propos des guerres ? Les guerres, on les commence quand on veut, on les finit quand on peut. C'est ça, le problème. Et même Poutine n'en sait rien. Voilà. Donc en fait... Ah non, mais on en revient toujours au formidable discours de Villepin à l'ONU. Oui, absolument. Sur la deuxième guerre d'Irak. Voilà, absolument. Il avait raison. Tout à fait. Voilà. Et donc, dans cet univers incertain, il y a beaucoup plus de risques à resserrer qu'à maintenir le statu quo. Donc voilà, c'est évident. D'autant que c'est un choc avec des effets de réverbération inconnus, mais sur le moyen terme. Cette guerre ne va pas s'arrêter. Moi, je crois beaucoup à des opérations de guérilla, à l'irakienne. Comme on est tous d'accord pour dire que l'intervention américaine en 2003 en Irak était un échec. Pourquoi c'est un échec ? Parce qu'ils n'avaient pas du tout anticipé ce qui se passerait sur le terrain. Ah, ça c'est clair. Il y a 44 millions d'Ukrainiens. Et toute la partie, alors on va dire environ 35 millions d'Ukrainiens occidentaux, on va dire occidentaux, plutôt proches de l'Union européenne, parce que tu exclus le Donbass, une partie de l'Est ukrainien. Mais ces gens-là vont pas rester les bras croisés. Oui, enfin, je voudrais juste un mot, parce qu'en fait, je connais bien celle d'Irak, je connais pas celle d'Ukraine. Mais il y a une spécificité quand même dans ces guerres, notamment dans la guerre irakienne, c'est que tu as un appareil politique, en l'occurrence, c'était l'appareil du Bass, c'est que tu as un appareil politique structuré militairement au départ. Tu vois, qui te permet, qui a d'ailleurs été en partie récupéré par les djihadistes, et qui te permet d'avoir une espèce de base de guérilla hyper solide, quoi. Voilà. Ouais, mais en mode Viet Minh des années 50 ou des années 70. Oui, mais et je suis pas sûr que tu aies ça en Ukraine aujourd'hui. 600 000 kilomètres carrés
plus grand que la France. Et les armes, alors là, je suis... Oui, mais c'est pas, tu vois, c'était pas un pays militarisé comme pouvait l'être l'Irak ou comme pouvait l'être la Yougoslavie. J'avais des doutes là-dessus, je suis en train de me renseigner, de lire des articles de géopolitologues ou de gens spécialisés là-dessus. Il semblerait que ça soit pas totalement négligeable, surtout avec les livraisons d'armes là qu'on leur balance. Ouais, mais il faut savoir s'en servir. Il faut savoir s'en servir, il faut avoir dans la tête de s'en servir. Alors je veux bien tout ce qu'on voit là aujourd'hui, mais je ne sais pas si c'est comparable avec des gens qui ont grandi dans la guerre. Tu comprends ? Les partisans basses irakiens, ils ont grandi dans la guerre. Les Yougoslaves, ils ont grandi dans la guerre. Ah mais les Ukrainiens savent ce que c'est que la guerre. Hein. D'accord. Honnêtement, et je remonte pas à Staline. Hein. Je remonte pas à Staline, je remonte pas. Non, mais les gens qui ont 25 ans aujourd'hui, 30 balais aujourd'hui. Sur le Donbass, ça se cogne depuis au moins 2014 et même avant. C'est vrai. Et il y a des milices patriotiques, enfin on va dire nationalistes, en Ukraine, ils font pas de cadeaux non plus. Hein. C'est pas des enfants de cœur. Hein. On a fait le tour de nos sujets, Jean-Pierre. Donc l'idée quand même, c'est effectivement... Oui, non, il y avait juste effectivement ce week-end, donc ouverture de la session parlementaire chinoise, et je voudrais juste peut-être un dernier mot là-dessus. C'est vrai, mais ce que tu disais très très vite, c'est vrai qu'on sent une très très grande prudence. Très grande prudence. Chinois sur cette histoire. Surtout pour eux-mêmes sont dans une fragilité économique importante. Exactement. D'ailleurs, ils relancent l'activité économique. C'est les seuls d'ailleurs pour l'instant. Et puis, ils disaient ce week-end donc qu'ils n'en avaient pas fini avec le Covid. Ils sont très clairs là-dessus. Ils n'en ont pas fini avec le Covid, et puis surtout, les questions de souveraineté, si tu veux, ça les intéresse, hein, le Tibet, etc. Ouais. Donc, si tu veux, remettre en cause la charte de l'ONU sur le respect de la souveraineté des nations, ça les intéresse pas plus que ça. Surtout pour un pays qui est un nain économique pour eux. La Russie dépend beaucoup plus de la Chine, que la Chine ne dépend de la Russie. Tout à fait. Alors là, il y a une alliance de circonstances, enfin une alliance plus ou moins formelle de circonstances à cause des contentieux avec les États-Unis, mais quand tu regardes les réactions chinoises sur SWIFT et sur les réserves des banques centrales et sur le pétrole et tout ça, tu sens pas un empressement chinois pour venir au secours des Russes. Hein. Merci Jean-Pierre. À bientôt. À bientôt. Jean-Pierre Petit avec nous sur Bismart.